Alors l'écopole a 27 ans, c'est un petit peu votre bébé. Ici, la nature est apaisée au bout de 27 ans. Et vous voulez être apaisé aujourd'hui? C'est une bonne question. Apaisé, c'est peut-être un grand mot. Je suis peut-être un petit peu déçu, parce que au bout de 27 ans, je pensais qu'on aurait plus été écouté. Et malheureusement, il a fallu attendre cette année, où tous les scientifiques ont annoncé la fin prochaine de la biodiversité, donc de nous, puisque nous on fait partie de la biodiversité. Et là, on s'aperçoit que depuis maintenant 50 ans, c'est plus avant que l'écopole soit créée, que nous avions déjà informé le public largement pour dire attention, il faudrait qu'on modifie nos habitudes, modifie notre consommation, modifie nos façons de vivre. Et ça n'avait pas été très bien entendu. Et là, tout d'un coup, on ne parle plus que de ça. Mais ce n'est pas une cause perdue, puisque l'écopole existe. Non, il ne faut pas dire que c'est une cause perdue. Parce que déjà, ça désespère les jeunes. Voilà, il ne faut pas le dire. Donc je ne le dis pas. Il faut qu'ils viennent ici pour comprendre. Alors, l'écopole a été créée dans ce but, c'est-à-dire essayer de faire venir les gens pour la rencontrer, la nature et la biodiversité. Parce que dans la vie courante, on n'a pas l'habitude de la rencontrer. Il faut venir la chercher pour la comprendre. Quand on comprend bien, quand on connaît bien les choses, on les aime et on a envie de les protéger. Donc l'idée, depuis le début, c'est de dire, pour que les gens aiment la nature, il faut leur la faire découvrir. Et l'écopole, c'est un lieu pédagogique qui permet aux gens de venir et d'observer la faune, la flore de très près et d'avoir des gens qui leur expliquent comment vivent telle ou telle espèce, les migrateurs, ce que c'est, etc., etc. Et dans notre idée, plus de gens seront informés, plus ils seront aptes à comprendre le danger qu'il y a de penser que la nature va s'en sortir comme ça, par opération. Mais des milliers de gens viennent déjà. Alors, nous en sommes à 1 200 000 visiteurs depuis 1992. Donc, surtout, ce qui nous intéresse, c'est 60 000 scolaires en stage avec leur classe qui viennent. Et alors, ça, c'est très, très, pour nous, intéressant parce que très souvent, le dimanche, puisque l'écopole est ouvert tout le week-end aux familles, nous voyons arriver un jeune garçon ou une jeune fille qui rentrent et ils sont suivis par les grands-parents en général, les parents derrière, les frères et sœurs. Et quand ils rentrent, ils disent « Venez voir ceux qui sont venus avec leur instituteur découvrir pendant la semaine. » Ce sont nos meilleurs représentants, c'est les enfants des écoles. Donc, comme ils vont être, au bout de 27 ans, il y en a qui commencent à être grands, hein, nous espérons que ceux-là auront oublié toutes les fables du passé sur les animaux. Vous savez qu'avant, on classait les animaux entre utiles et nuisibles, et ils s'apercevront que tous les animaux ont leur fonction, avec un parmi eux qui est un peu différent, mais je préfère pas en parler, je ne suis pas spécialiste, c'est Homo sapiens, bien entendu. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été entendu jusque-là? Alors que ça fait depuis 25 ans, et puis France Nature Environnement a 71 ans, 71, donc voilà. Donc comment ça se fait que vous êtes, pendant toutes ces années, vous n'avez pas été entendu, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne vous entend pas plus dans le débat qui est devenu mondial sur l'environnement? Alors, qu'on ne nous ait pas entendu, j'allais dire, c'est normal, c'est humain. Quand vous êtes trop en avance, c'est-à-dire quand vous essayez de faire comprendre aux gens ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 40. En général, on est tous comme ça. Hein. Moi, dernièrement, mon garagiste m'a dit que j'ai un pneu qui va éclater. Ça attendra bien quelques temps. Mais on est comme ça. Tant que c'est pas arrivé, tant qu'on n'a pas le nez dans le mur, regardez aujourd'hui en politique, tant qu'ils n'ont pas le nez écrasé dans le mur, et des fois même, ça peut aller plus loin, on n'y croit pas, on dit oh, ça n'existe pas. Regardez aujourd'hui le réchauffement climatique, il y en a encore qui pensent que... Bon, j'ai vu un sondage, il y en a même encore en France qui pensent que la Terre est plate. C'est 10%, je crois. Bon, ça a baissé. Mais... Donc c'est normal, on est comme ça. Donc il faut qu'on soit les pieds bien
dans le tas de fumier ou le nez contre le mur pour qu'on le fasse. Donc on a subi exactement le tempérament des gens de tous les jours. Alors aujourd'hui, la question que vous me posez est plus intéressante, et pourquoi aujourd'hui on ne nous entend pas? Alors pourquoi on ne nous entend pas aujourd'hui? Parce qu'on nous a tellement affaiblis, notamment ici, où nous avons été à 2 doigts de fermer les copeaux et à licencier tous nos salariés, nous n'avons plus suffisamment de moyens, parce que maintenant il faudrait qu'on ait des moyens très puissants. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus un journaliste qui vient nous interroger, mais le même jour, il y en a 25. Parce que tout le monde a compris, avec ce qui vient de se passer au niveau mondial, le réchauffement climatique, il faut faire quelque chose. Et maintenant, eh bien, puis ce qui nous gêne, alors je vous le dis quand même, c'est qu'il y a 50 ans, on avait le temps de trouver des solutions, parce que technologiquement, on sait faire. Mais aujourd'hui, le temps est tellement pressé, on nous dit dans 15 ans c'est foutu, en 15 ans, tout modifier, ça va être très difficile. Donc aujourd'hui, on nous entend moins, parce que, évidemment, la situation est très grave. Et quel style de trentenaire va être justement l'Écopole? Alors, bon, il aura 30 ans dans 3 ans. Bon, alors dans 3 ans, il n'y aura pas un changement fondamental. Nous avons lancé cette année, avec France Nature Environnement, l'année des coquelicots. Vous avez vu, on se promène avec un coquelicot, tout simplement pour dire, les produits chimiques qu'on met dans l'agriculture sont en train de nous tuer. Pourquoi on dit ça? Parce que nous sommes souvent des naturalistes, ornithologues, et nous avons vu les oiseaux, qui sont notre passion, mourir devant nos yeux, petit à petit. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter les pesticides. Parce que ça va être très grave pour la santé, notre santé, mais surtout la nature va disparaître. Mais c'est très complexe, parce que quand vous avez un accident grave, par exemple un pont qui s'écroule, on voit immédiatement sous le pont les gens qui se sont tués. Tandis que dans la nature, l'empoisonnement qui est latent, il n'y a pas de preuve visible. Si on avait vu des tas d'oiseaux de 10 mètres de haut ou d'animaux sauvages morts, tous les gens se seraient affolés. Mais nous, ça ne se passe pas comme ça. C'est que les oiseaux, ils sont toujours en pleine forme, sauf que cette année, ils ne sont pas reproduits. Parce qu'ils ne peuvent plus faire de jeunes, parce qu'ils ont des problèmes de dérèglement hormonal. Mais ça ne se voit pas. Si, les gens vous disent, vous n'avez pas trouvé que cette année, il y a moins d'oiseaux sur ma mangeoire? Si, vous avez raison, il y en a moins. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont été empoisonnés. Ils n'ont rien vu. Ils les ont pas. Ils se disent en plus, c'est pas moi qui les ai empoisonnés, puisque c'est moi qui leur mets des graines pour qu'ils survivent l'hiver. Donc, il y a toute cette ambiguïté qui fait que, ben, aujourd'hui, il faut qu'il y ait du visuel. Il faut le voir. Justement, on revoit des coquelicots dans notre plaine. On revoit même certains bleuets depuis, 2-3 ans. Donc, c'est pas un signe d'espoir, ça? Si, c'est un signe d'espoir, à condition que ce ne soit pas un reverdissement de notre esprit. C'est-à-dire que s'il y a quelques coquelicots sur les talus, c'est très bien. Ça veut dire que ce n'était pas utile de mettre des pesticides sur les talus, puisque ce n'est pas sur les talus qu'on trouve notre nourriture. On a avancé. Dans la Loire, nous avons été les premiers à demander que les communes arrêtent les pesticides dans les parcs, les jardins qui sont en ville. Parce que dans les jardins en ville, je ne sais pas pourquoi on met des produits chimiques, puisque on ne mange pas en général les fleurs qui poussent sur les plates-bandes. Et nous avons quand même réussi. Moi, j'avais parié que dans les grandes villes, ça se passerait bien, parce qu'on trouve des services techniques, vous avez des ingénieurs, vous avez des élus qui ont une certaine... Mais je me disais, moi, dans les campagnes, ce ne sera pas possible. Eh bien, je me suis trompé. Oui, il y a des fois, il faut reconnaître quand on s'est trompé. Je me suis trompé. Et aujourd'hui, dans la Loire, nous avons plus de 100... Combien de communes? 120 communes qui sont à 0 pesticides. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on a réussi sur les bords de route, sur les talus, hein, c'est-à-dire faire revenir des plantes comme le coquelicot, le bleuet, etc., où on voit revenir des insectes, parce qu'évidemment, si on n'empoisonne plus, les insectes reviennent, alors qu'on n'en voit plus pratiquement d'insectes. Il y a maintenant beaucoup de microphones qui viennent sur les talus et dans les villes.
moi qui suis stéphanois, je suis émerveillé et je vois des fois plus d'oiseaux le soir en rentrant chez moi qui rentrent venir dans la ville que dans la plaine du Forêt où je me suis promené toute la journée. Donc on sait qu'il peut y avoir des résultats, que c'est pas complètement perdu, mais qu'il faut qu'on se dépêche d'appliquer d'une façon générale cette idée, on peut vivre, nos grands-pères l'ont fait, sans empoisonner la nature et la biodiversité. Bonjour. Donc si on a accès à la nef aujourd'hui, c'est grâce à vous. Grâce à moi, faut le dire vite quand même. Hein. Mais quand même, si vous n'étiez pas là, ce serait peut-être pas ouvert. Peut-être, oui, parce que bon, il manque un peu de personnel, alors ils ont besoin des bénévoles pour assurer l'accueil du public. Donc vous êtes une bénévole qui a décidé de s'investir et d'être présente ici pour accueillir le public, c'est bien ça? Oui, j'ai décidé de m'investir parce que j'aime beaucoup la nature et donc c'est un endroit qui m'attirait. Quand ils ont fait appel aux bénévoles, je me suis dit, je vais tenter le coup, je vais voir si ça me plaît, puis ça a marché. L'Écopole, c'est un site, mais c'est aussi, j'imagine, du personnel, une organisation des gens. Bien sûr, parce que là, on est sur vraiment le fief du pôle scientifique de l'Écopole du Forêt. Donc maintenant, quand vous venez visiter l'Écopole du Forêt, levez un petit peu les yeux. Alors c'est derrière moi. En hauteur, il y a des vitres comme ça qui sont là. Et là, il y a des salariés et qui vont travailler. Alors par exemple, un des éléments emblématiques, qu'est-ce que ça va être? On a travaillé sur les autoroutes. Vous allez me dire, mais France Nature Environnement n'est pas contre les autoroutes. Mais des fois, quand l'autoroute du coup est faite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est accompagner, et on a mis en place des chiroptéroducs. Ça veut dire qu'on a fait passer du coup les chauves-souris au-dessus de l'autoroute. Donc le pôle scientifique travaille sur d'autres projets et il est en charge de gérer en fait ce qu'on appelle l'écozone, parce que l'écopole, c'est ce que l'on voit ici, et l'écozone, c'est ce qu'il y a évidemment aux alentours. Et si vous êtes montbrisonnais, vous recevez du coup un bulletin qui s'appelle la plume de l'écozone. Vous avez toutes les informations sur l'Écopole du Forêt et ses environs. Dans la Loire, c'est 7000 adhérents, on a 35 salariés qui sont présents. On a aussi énormément de personnes qui sont en service civique, en stage, qui veulent vraiment pousser notre porte. Et évidemment, on est aussi au niveau régional et au niveau national, puisqu'on représente plus d'1 million de membres à l'échelon national. Parce que vous êtes 1 million de membres qui font partie de diverses associations, c'est ça l'histoire? Alors c'est diverses associations, mais qui ont le même nom, qui s'appelle France Nature Environnement. Et dans la Loire, c'est très simple, c'est France Nature Environnement Loire. C'est simplement des gens qui sont volontaires et qui adhèrent à votre... Exactement, ça veut dire que c'est une association et on a la vision politique que vous avez eue avec Raymond. Ça veut dire qu'on a des bénévoles qui sont engagés, qui sont militants, qui vont sur le terrain. Et nous, en tant que salariés, parce que du coup je suis salarié de France Nature Environnement, l'idée c'est de porter la bonne parole, de mobiliser aussi les militants. On a parlé tout à l'heure évidemment des coquelicots, c'est une des actions, mais on a par exemple une action touristique qui s'appelle la Transligérienne. L'idée c'est que l'on puisse traverser tout le département de la Loire autour de l'Écopole du Forêt et qu'on aille plus loin. Ça veut dire qu'on essaye de fédérer toutes les associations qui sont présentes sur les bords de Loire et on veut faire un grand chemin piétonnier, évidemment de la source jusqu'à l'estuaire. Donc un gros projet à venir. Et puisqu'on est dans les projets, c'est vrai qu'on va avoir l'année prochaine, 2020, du 15 au 20 juin 2020, une grande marche autour de la Transligérienne. Donc il y a des bénévoles qui sont impliqués, une association fédérée qui est le comité de randonnée pédestre qui est partie prenante. Et l'idée, c'est vraiment de marcher jusqu'au bout. Et le point focal, ça va être l'Écopole du Forêt, puisque le 20 juin, on a une marraine d'exception qui s'appelle Fanny Agostini, qui présente en fait une chronique sur Europe 1 et qui a fait notamment la présentation de Thalassa et qui sera présente pour l'occasion. Donc on va faire un grand week-end festif et familial ce jour-là. Le nerf de la guerre, que ce soit pour l'environnement ou pour autre chose, c'est l'argent. Donc, quels sont les revenus qui vous permettent justement d'organiser ces choses-là et de payer vos salariés? Alors, il y a plusieurs choses. Ça veut dire qu'on parlait du pôle scientifique, par exemple. Ça veut dire qu'on répond à des appels à projets. Ça veut dire qu'on va mener des actions. Ça veut dire qu'on va regarder par rapport à la biodiversité, quelles sont les zones humides que l'on peut trouver sur le territoire. Je prends un exemple parmi d'autres. On va aussi répondre à l'appel des municipalités pour des ABC de la biodiversité, pour mobiliser les habitants
à aller voir ce qui se passe évidemment autour de chez eux. On a aussi évidemment des subventions, par exemple, pour ce que l'on appelle les trames vertes et bleues. On en parle beaucoup, hein, que ce soit les fleuves, les forêts. Donc on a aussi des subventions pour travailler évidemment sur ces chantiers-là. Et on a des partenaires privés que je remercie, par exemple, puisque Loire en Vert est une application mobile, c'est aussi un site internet, c'est aussi un catalogue papier, et ce n'est possible que grâce à 2 acteurs. Donc un acteur, c'est très stéphanois, puisque du coup c'est l'ASS qui est partie prenante, donc voilà, qui est partenaire de l'outil, et on a aussi le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire.